Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face, Éric Zemmour, Laurent Alexandre. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Vous êtes chirurgien essayiste, spécialiste de l'intelligence artificielle. Vous avez créé le site doctissimo.fr. Vous avez racheté une société de séquençage ADN. Vous avez écrit divers ouvrages. L'intelligence artificielle va-t-elle tuer la démocratie? On peut en parler. Écrit avec Jean-François Copé d'ailleurs, aux éditions Lattès. Vous avez aussi écrit La guerre des intelligences également aux éditions Lattès. Vous êtes aussi parfois connu pour vos positions parfois provocatrices sur le transhumanisme et la biotechnologie. En tout cas, aujourd'hui, on a vu la une du Parisien avec le trafic de Nambutal. Ce produit acheté illégalement sur Internet par des personnes âgées, souvent proches d'associations pro-euthanasie, pour mourir dans la dignité. Est-ce que la science est au service de l'homme et de son confort? C'est une immense question. Est-ce qu'il vaut mieux souffrir que pas souffrir? Est-ce qu'il faut mettre des limites à notre pouvoir sur notre nature? Est-ce qu'il faut obéir à tous nos caprices d'humains ou respecter des règles transcendantales? C'est un débat qui est très ancien et qui va continuer. En matière d'euthanasie, moi j'aurais tendance à dire en tant que médecin qu'il faut laisser aux gens la possibilité de se suicider proprement lorsque leur vie est insupportable à cause de la douleur, à cause de l'Alzheimer qui arrive. Mais que le rôle du médecin ne doit pas être d'encourager cette pratique, mais plutôt d'essayer de faire redécouvrir la joie de vivre, y compris aux personnes âgées, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui se suicident et après un suicide raté, finalement ils sont très heureux de continuer à voir leurs petits-enfants, ils sont très heureux de continuer à vivre. Donc je ne suis pas pour favoriser l'euthanasie, mais je suis pour le droit à l'euthanasie pour les gens qui ont l'impression que leur vie est maintenant inutile, et ça peut arriver notamment quand on est très diminué. Dans le cadre de la loi, en tout cas. Dans le cadre de la loi, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut une réforme de la loi pour qu'on aille vers le modèle suisse ou le modèle belge. Éric Zemmour, la science au service de l'homme, de son confort. Je vous avoue que là, je vous écoute. Comme je vous écoute souvent, je vous lis, parce que c'est des sujets pour lesquels je suis très humble. C'est pas de la fausse modestie. Je suis pas un scientifique et donc je regarde, j'observe, j'apprends, j'étudie et donc je vous lis souvent. Et là, voyez, vous sur vos premiers mots, votre réponse, je suis déjà terrifié. C'est-à-dire que, voyez, vous dites, vous avez une position qui est plutôt mesurée en vérité. Vous dites, oui, il faut que les gens découvrent leur joie de vivre encore. Vous essayez d'être optimiste. Et en vérité, dès le début, vous avez quand même dit, mais je suis pour qu'il se suicide si la vie est devenue inutile. Mais qu'est-ce qu'une vie inutile, Monsieur Alexandre? Qui va définir ça? Et qui va définir quand est-ce que quelqu'un n'a plus envie de vivre? Et puis un jour, on n'a plus envie de vivre, et puis le lendemain, on a de nouveau envie de vivre. Je trouve, vous ouvrez des perspectives absolument terrifiantes. Et vous voyez bien derrière les manipulations et les utilisations de votre propos. C'est-à-dire qu'évidemment, quelqu'un qui voudra tuer un vieux dont il voudra hériter pourra le manipuler. Je ne dis pas que vous encouragez ça. Je ne me permets pas. Ce que je veux dire, c'est que... Soyons raisonnables. Je vis à Bruxelles, dans un pays, la Belgique, oui, où l'euthanasie est autorisée, et on n'a encore vu personne tuer son voisin pour hériter en déguisant ça en euthanasie. Donc là, on est dans la caricature. Non, on est dans le possible. Vous savez, moi, je pense que l'homme est capable de tout. Vous le savez aussi bien que moi. Et donc, mais surtout du pire. Et donc, je pense que les lois morales sont là pour justement les empêcher. Pour la faire simple, si j'étais dans l'état où était Vincent Lambert, j'ai exprimé de façon très nette auprès de ma femme et de mes enfants que je souhaite être euthanasié et que je ne veux pas rester totalement inconscient pendant des décennies dans un lit. Je ne le souhaite pas. Et je considère que ce droit que je m'octroie, il devrait être donné dans les pays européens aux gens. Et c'est un sujet extrêmement difficile, bien évidemment. Et ce n'est pas un sujet manichéen. Ce n'est pas les gentils transhumanistes versus les méchants. C'est pas une affaire. C'est pas une affaire de salauds et de gentils. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que c'était une affaire de salauds et de gentils. C'est une affaire de liberté. Et je pense que, surtout dans une
société où on n'a toujours pas de traitement contre l'Alzheimer, parce qu'il faut savoir que les dernières molécules que l'on espérait être efficaces contre l'Alzheimer sont parties à la poubelle, hélas, elles ne marchent pas. Dans un monde où l'Alzheimer devient terrible, je pense qu'il faut donner aux gens, quand ils rentrent dans l'Alzheimer, le droit de se suicider pour ne pas finir dans l'état où trop souvent les Alzheimeriens finissent. En tout cas, c'est un droit que je revendique pour moi. Dans le mais très bien, mais vous continuez. Le gouvernement est intervenu. Vous continuez parce que je continue moi à dire, je ne veux pas tomber dans un discours manichéen, je ne dis pas que vous êtes un méchant, que je suis un gentil ou l'inverse, ça me changerait, mais ce que je dis, c'est que votre discours est terrifiant. C'est-à-dire que vous dites, moi aussi j'ai pas envie de vivre comme un légume, etc. Mais de dire j'ai la liberté de me tuer, c'est vous ouvrez la porte à tout. C'est bizarre que vous ne vous rendiez pas compte de ça. On a toujours la liberté de se tuer. Le suicide n'est pas interdit en France. Je suis bien d'accord. La question c'est est-ce qu'on a le droit de se tuer vous voulez le légaliser. Est-ce qu'on se suicide proprement ou pas proprement? Qu'est-ce que c'est proprement, monsieur Alexandre? Ça, c'est comme ceux qui font qui disent il faut mourir dans la dignité. Pourquoi les autres ils meurent dans l'indignité? Non, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de dignité ou d'indignité. Il y a la vie, la mort, et je pense que les vieilles règles morales, tu ne tueras point, sont les seules limites à la férocité humaine. Vous êtes un optimiste. Vous croyez que l'homme est bon et qu'il va trouver une bonne solution, etc. Eh ben non. Moi, je pense qu'il est mauvais et qu'il faut le canaliser et que ce que vous dites, je vous dis, vous ouvrez la boîte de Pandore. La science doit se soumettre à une déontologie supérieure, s'interdire de donner la mort, Laurent Alexandre? Vous savez, la science, elle évolue énormément. L'idée selon laquelle la science et la médecine fixent des lignes rouges qui ne bougent pas dans le temps, c'est faux. La pilule était interdite en France. Jusqu'à une époque récente, la PMA n'était pas autorisée en dehors de la fécondation in vitro pour raisons médicales. On a vu des médecins faire des lobotomies en Amérique du Nord chez des gamins qui se masturbaient trop. Ce qui aujourd'hui paraît monstrueux, mais qui, dans l'ambiance ultra-catholique, notamment au Canada des années 50, semblait légitime. Donc, la barrière morale, la ligne rouge, elle bouge énormément. Et de penser que nos lignes rouges ne bougent pas, c'est une erreur. En réalité, au XXIe siècle, qui est le siècle de l'émergence de l'homme-dieu, d'Homo Deus, doté du pouvoir de l'intelligence artificielle, des neurotechnologies, des sciences cognitives et des nanobiotechnologies, notamment de la génétique, cette discussion sur la ligne rouge, elle va nous occuper tout le siècle. Et il n'y a pas de réponse simple. Est-ce qu'il faut autoriser à augmenter les capacités intellectuelles des enfants, comme les Chinois semblent commencer à le faire? Est-ce qu'il faut faire du neuroenhancement, c'est-à-dire de l'augmentation cérébrale chez les adultes? Est-ce qu'il faut interdire, autoriser ces technologies-là? Le débat va prendre des décennies. Il n'y a pas de réponse simple. Moi, personnellement, j'ai des intuitions, j'ai des impressions, j'ai des scénarios sur la façon dont les gens vont traiter ces sujets-là, mais je n'ai pas de réponse. Et je pense qu'il serait extrêmement présomptueux d'avoir des réponses sur ces sujets-là, alors que notre vision morale, au XXIe siècle, va énormément bouger, parce que nous allons apprivoiser progressivement nos pouvoirs démiurgiques. Nous n'allons pas réguler, rôder l'homme-dieu, Homo Deus, en 5 minutes, ça va prendre des décennies et des décennies. Nous allons découvrir notre vérité biotechnologique et neurotechnologique tout doucement au cours du XXIe siècle. La ligne rouge, je vous trouve bien humble soudain, parce que je vous ai vu et je vous ai lu plus présomptueux et plus audacieux. Mais bon, après tout, c'est une humilité nouvelle que je goûte. Mais j'aimerais continuer cette discussion parce qu'elle est passionnante et là, vous avez tout à fait raison. Il me semble que vous, comment vous dire, vous êtes face à la science comme on était jadis au XIXe siècle. C'est-à-dire que vous êtes fasciné par la science, vous avez remplacé la religion par la science. Pour vous, la science est une religion, et pour vous, la science détermine tout. Vous dites vous-même que ça va nous faire changer nos lignes morales, ça va nous faire changer, on va devoir s'habituer aux nouvelles technologies et aux découvertes de la science. Je pense exactement le contraire. Je vous explique en 2 mots. Je pense que la science n'est qu'un sous-produit de l'idéologie. Je pense que si on découvre certaines choses, c'est uniquement pour se soumettre
a une idéologie. Je vous donne un exemple vieux, exprès. Au XVe siècle, les États-nations commencent à émerger en France, en Angleterre, sur le dos des féodaux. En gros, les États-nations essayent de s'imposer face aux féodaux. Et soudain, on invente le canon qui va permettre de détruire les châteaux forts et de permettre aux États-nations Et on arrive au traité de Westphalie. Exactement. La poudre à canon était inventée depuis des siècles par les Chinois, vous le savez ça mieux que moi, et on n'en avait rien fait. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est simplement parce que les États-nations et l'évolution idéologique et politique avaient besoin de cette découverte que la découverte a été... Mais là, vous vous trompez. En réalité, en réalité, c'est une spirale entre l'idéologie, la politique et la technologie. Même si on avait voulu faire la PMA pour tous en 1950, on n'aurait pas eu la technologie. Mais non, parce que la technologie était inaccessible à la science de 1950. Vous avez parlé de la pilule tout à l'heure. C'est très intéressant. La pilule, c'est pas la pilule qui fait le mouvement féministe. C'est le mouvement féministe et l'évolution du temps et l'individualisme qui fait la pilule. Mais il fallait aussi avoir la technologie. Mais non. Les suffragettes auraient pu manifester autant qu'elles le voulaient en 1910. Mais non. On n'aurait pas eu la technologie. Monsieur Alexandre, vous faites l'hypothèse que la politique peut faire émerger des découvertes scientifiques. Non, ça n'est pas le cas. L'esprit du temps. Ça n'est pas le cas. Si, par exemple, aujourd'hui, on va créer, j'ai lu des papiers là-dessus, la viande qui n'est pas de la viande. Vous croyez qu'on aurait inventé ça s'il n'y avait pas eu le mouvement anti-viande depuis des années? Non. Léonard de Vinci a tout inventé. On découvre ça quand on va visiter à Lucé son château. Il a inventé l'hélicoptère, etc. Mais le temps n'était pas prêt. Ce que je veux dire, c'est que... Il n'a pas inventé l'hélicoptère, il a dessiné un hélicoptère qui n'avait aucune chance de voler. Oui, justement, mais... Parce qu'il n'avait pas la science et la technologie pour le faire. Mais oui, ce que je veux dire, c'est que vous mettez la science d'abord et la politique ensuite. Je fais l'inverse, c'est tout ce que je veux vous dire. Je veux vous dire qu'il y a un combat idéologique à mener, un combat politique à mener, et que vous ne menez pas. Au contraire, vous prenez appui sur la science pour mener un combat idéologique qui est, il faut se soumettre à la science toute puissance, et qui est, en fait, un vieux rêve. Quand vous dites que le 21e siècle, c'est l'homme-dieu, mais l'homme-dieu, mon pauvre, il a existé depuis toujours. Qu'est-ce que c'est que Jésus, sinon l'homme-dieu? C'est le rêve de l'humanité, l'homme-dieu. Qu'est-ce que c'est que le Achille, etc. C'est des hommes-dieux. L'homme a toujours rêvé d'être Dieu. Donc vous voyez bien que c'est pas aujourd'hui qu'on invente l'homme-dieu. Vous croyez au primat de la politique. Vous croyez au primat de la politique. Entre justement ce que dit Éric Zemmour, entre l'idéologie et la science. Quelle hiérarchie? Il y a une cross-fertilisation permanente entre la science et la politique. Et ce n'est pas la politique qui fait émerger la science, il y a des allers-retours très importants entre la politique et la science. Mais fondamentalement, l'erreur de Zemmour, et c'est pour ça qu'il est centré sur la question communautaire et identitaire et qu'il a du mal à en sortir, c'est qu'il met la politique au centre de tout. Or, au XXIe siècle, il n'y a pas que la politique et les problèmes d'identité, il y a aussi le choc technologique auquel nous assistons et qui, indépendamment de toute vision politique, bouleverse la société. À l'ère du XXIe siècle, nous sommes en fait dans une ère technopolitique où on a un mélange entre la technologie et la politique et une nouvelle politique qui apparaît. On le voit très bien avec l'intelligence artificielle, avec Cambridge Analytica, avec l'évolution des grandes plateformes d'intelligence artificielle. On a des réactions croisées entre la politique et la technologie et c'est un fait nouveau. Et d'ailleurs, je pense que le discours zémourien se renouvellerait grandement s'il injectait un petit peu de technologie dans son logiciel et s'il ne tournait pas en permanence autour de la question identitaire et communautaire, ce qui est un sujet intéressant, mais qui est un sujet, de mon point de vue, beaucoup moins important que la question technologique. Ce qu'on va faire de nos chromosomes, ce qu'on va faire de nos cellules, ce qu'on va faire de nos cerveaux au XXIe siècle, c'est une question plus importante que la question identitaire et communautaire. D'abord, vous voyez depuis 10 minutes que je ne suis pas enfermé, comme vous le dites, dans la question. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Si, vous avez dit ça. Deuxièmement, je vous remercie de vouloir que je progresse. J'essaye toujours de progresser. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Je pense, moi, oui, que l'homme n'est pas qu'un cerveau.
que l'homme est aussi un corps et que l'homme est aussi une société. Je n'ai rien inventé d'ailleurs, Aristote disait ça bien avant moi, votre erreur, c'est de croire que l'homme n'est qu'un cerveau. Mais c'est encore une erreur millénaire. Il y a toujours eu des hérésies religieuses qui ont pensé ça. Vous oubliez le corps volontairement, ce qui est en soi une idéologie. Et quand vous me dites la technique, la technologie est beaucoup plus importante que l'identité, je ne le pense pas. Je pense que la démographie fait l'histoire et non pas la technique. C'est la démographie qui impose toujours la technique et sujette. Et la démographie, c'est le moteur de l'histoire depuis toujours. Ce n'est pas la technique, ce n'est pas la révolution industrielle qui a permis à l'Angleterre de battre Napoléon, puisqu'on parlait de Napoléon tout à l'heure. Ce n'est pas la révolution industrielle. Ce n'est qu'après que la révolution industrielle a permis de conforter la domination de l'Angleterre. Ce n'est pas l'inverse. Et vous croyez que c'est l'inverse. Vous croyez toujours que c'est la technique qui décide. En fait, vous êtes comme Marx. Marx croyait que c'est l'économie qui déterminait. Entre les deux. Et vous, non, oui, non, je sais. J'ai bien entendu. J'ai bien entendu ce que vous avez dit. Mais moi, je pense, bien sûr qu'il y a des relations complexes entre les deux. Mais c'est une évidence. Ne projetez pas une vision manichéenne du sujet sur moi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais si, vous n'avez pas dit ça. Vous n'avez pas. Évidemment, j'ai entendu ce que vous avez dit. Mais vous me dites. Vous devriez plutôt regarder la technique, c'est beaucoup plus important que les questions identitaires. J'ai dit que ça permet de se renouveler et ça permet d'éviter. Évidemment, la preuve, on en discute. Tourner autour de la question identitaire. Jusqu'à la retraite. Mais c'est vous qui m'avez parlé de la question identitaire, ce n'est pas moi. Ça, c'est très facile de dire, vous voyez, vous êtes obsédé par la question identitaire, d'ailleurs, je vous en parle. Est-ce que je vous en ai parlé, moi? Non. J'ai fait la moyenne de vos 1000 dernières interventions. Eh bien, vous avez tort. Qu'est-ce que vous faites de toutes ces questions, justement, la politique, l'identité, toutes ces questions Alors, je vais vous répondre très franchement. Et là, je vais rentrer sur le terrain de l'identité. Parmi les pratiquants en France, les musulmans seront majoritaires à la fin du siècle. Du fait de la déchristianisation. Excusez-moi, vous pouvez reprendre? Pardon, reprenez. D'ici la fin du siècle, nous allons avoir une majorité des croyants, des pratiquants qui seront musulmans en France du fait de la déchristianisation et de la dynamique démographique que l'on connaît. Donc je considère que sur la question identitaire, dans un siècle vertigineux et qui pose des tas de questions, il faut calmer le jeu. Et que de tout centrer sur la question communautaire, alors même que nous allons assister à un basculement de la première religion pratiquée en France, du catholicisme vers la religion musulmane au cours du XXIe siècle, est dangereux. Il va y avoir beaucoup de sujets pour se foutre sur la gueule au XXIe siècle. Ce siècle est un siècle, oui, je le répète, qui va être vertigineux. Et donc, il faut calmer le jeu. Il faut davantage de Raymond Aron et moins de Jean-Paul Sartre. Il faut plus d'humanistes libéraux, tranquilles et zen que d'exciter à la Jean-Paul Sartre. Et je n'ai pas du tout dit que Zemmour est le Sartre des années 2020. Est-ce qu'il faut plus d'intelligence? Je sais que vous voulez l'enfermer dans l'identité. J'aimerais bien répondre parce que là, c'est quand même... Non, mais j'aimerais bien répondre quand même parce que... Est-ce qu'il faut plus d'intelligence? Il faut toujours plus d'intelligence dans quoi? Parce que vous avez dit, justement, vous avez lancé Éric Zemmour en disant qu'il faut plus de Jean-Paul Sartre, par exemple, que de Raymond Aron. Non, c'est l'inverse. L'inverse. Est-ce qu'il faut plus d'intelligence? Aujourd'hui, il faut des sages. Il faut des gens zen. Il faut calmer le jeu. Parce que dans les nouveaux pouvoirs technologiques que nous allons avoir, il y a, je le répète, de quoi faire des guerres civiles. Il y a de quoi se foutre sur la gueule. Donc il va falloir, je le pense vraiment, calmer le jeu, éviter de se confronter sur ces sujets-là. Et donc je pense que la politique doit devenir une philosophie zen qui efface les différences et qui favorise qu'on se réunisse autour du grand enjeu du siècle, qui est la gestion de nos nouveaux pouvoirs, et ce qui, de mon point de vue, dépasse de très très loin les enjeux identitaires et communautaires qu'il faut calmer plutôt que de les magnifier. J'ai entendu. Alors, d'abord, je vous répète que c'est vous qui me parlez des questions identitaires et communautaires et que je n'avais pas abordé la question. Donc c'est un peu facile de me renvoyer ça en disant, voyez, vous en êtes obsédé puisque vous me forcez à en parler. Deuxièmement, je constate que ce que vous appelez calmer le jeu, c'est se soumettre à la loi du nombre. Vous expliquez en préambule
les musulmans vont devenir les plus nombreux et donc il faut calmer le jeu, ça veut dire se soumettre à la loi du nombre. C'est exactement ce que je vous disais, vous faites de l'idéologie et de la politique tout le temps. Et donc ça s'appelle se soumettre aux vainqueurs. Vous voyez que la démographie n'est pas rien, puisque Laurent Alexandre se soumet tout de suite, avant même la discussion, ce qu'il appelle calmer le jeu, ça s'appelle se soumettre. Je suis brodelien, donc la démographie, je sais que c'est important. Vous n'êtes pas, en l'occurrence, et alors quand vous abordez Raymond Aron, vous me faites rire, parce que Raymond Aron, lui, il s'est opposé aux deux totalitarismes du XXe siècle, c'est-à-dire le nazisme d'abord, puis le communisme. Comme moi, je considère que l'islam est une religion totalitaire, et comme lui considérait que le communisme était une religion séculière, vous voyez, le pas est vite fait. Donc la comparaison est hasardeuse pour vous. Raymond Aron, je pense, n'aurait pas du tout apprécié que vous vous prétendiez de lui. Maintenant, là-dessus, sur l'intelligence, en vérité, je vous ai lu, et qu'est-ce que vous dites, vous? Vous dites les intelligents doivent gouverner les masses. Absolument pas. Je n'ai jamais dit ça. Mais bien sûr que si. Je n'ai jamais dit ça. Votre discours, c'est un discours qui méprise la politique. Pourquoi vous méprisez la politique? Parce que vous méprisez la démocratie. Et pourquoi vous méprisez la démocratie? Parce qu'en fait, vous pensez que les masses doivent se soumettre à des super élites, des élites qui sont connectées avec, comme dans L'homme qui valait 3 milliards, et oui, c'est le feuilleton de ma jeunesse, et donc qu'ils doivent se soumettre, et qu'il n'y aura plus de politique, évidemment, à ce moment-là, puisque les plus intelligents et les êtres supérieurs régneront. Ce n'est jamais ce que j'ai dit. C'est une vision nietzschéenne de l'histoire. Ce que j'ai dit. Je suis anti-nietzschéen et je n'ai jamais dit ça. J'ai dit au XXIe siècle, à l'ère de l'intelligence artificielle, le grand danger, c'est que Harari ait raison. Et que nous rentrions dans un monde qu'il a décrit avec des mots terribles, des dieux et des inutiles, gods and useless, des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et qui sont maîtres de la nouvelle société, et puis des inutiles qui sont mis au revenu universel le jour de leurs 18 ans jusqu'à leur mort. Et j'ai dit que pour éviter ce cauchemar décrit par Harari, il faut non pas avoir une vision à la Nietzsche, mais pousser l'école de manière à limiter les inégalités intellectuelles et à éviter ce cauchemar politique qui serait une société à deux vitesses, c'est-à-dire un métropolis version 21e siècle. J'ai dit exactement le contraire de ce que vous voulez. Le modèle nietzschéen est mon anti-modèle. Mon vrai modèle est un modèle humaniste et libéral, en fait, de diminution des inégalités intellectuelles de manière à éviter de rentrer dans une infâme société à deux vitesses. En fait, vous êtes macronien, c'est-à-dire que c'est toujours le en même temps. C'est un compliment d'être macronien. Mais c'est quand même extraordinaire. C'est un compliment. Vous dites toujours tout et son contraire. Alors vous dites, moi j'accepte qu'on me suicide, je demande qu'on me suicide et je demande qu'on l'autorise, mais il faut quand même découvrir la vie. Et puis là maintenant, excusez-moi, j'ai je ne sais pas combien de textes dans lesquels vous expliquez qu'il y aura demain des hommes supérieurs, etc. et qu'il faut ne pas se laisser distancer par les Chinois. Et puis maintenant vous nous dites, ah ben non, je ne suis pas pour un discours nietzschéen. Vous dites tout et son contraire. Absolument pas. Si, excusez-moi. Bien sûr qu'il ne faut pas qu'on soit distancé par les Chinois, mais notre principal problème, c'est de diminuer les inégalités intellectuelles à l'intérieur de nos pays. Entre la qualité, les moyens dont disposent nos grandes écoles, et puis certaines facs pourries, eh bien, il y a une indécence. Il y a la création d'une société à deux vitesses, parce que finalement, la société française a abandonné l'objectif qui doit être central au XXIe siècle, à l'ère de l'intelligence artificielle, qui est de diminuer les inégalités intellectuelles pour ne pas aller vers une société à deux vitesses. Alors quels sont les dangers, quels sont les risques? Ensuite, je vous donne la parole, de l'intelligence artificielle. Alors les dangers et les risques, nous ne les connaissons pas encore. Ce que nous pouvons constater, c'est que l'intelligence artificielle augmente les inégalités entre ceux qui la comprennent bien et qui gagnent de plus en plus. On voit dans la Silicon Valley des salaires à plusieurs millions de dollars par mois chez les grands spécialistes de l'intelligence artificielle. Et puis il y a des gens naufragés du numérique qui ne savent pas se servir de ces outils et qui sont largués. Donc on voit apparaître une augmentation des inégalités qui est intolérable. Par ailleurs, il y a un immense pouvoir qui rentre dans les mains des sociétés qui contrôlent l'intelligence artificielle et qui doit être encadré en Amérique du Nord et chez nous. Et puis, dernier point,
grâce à l'intelligence artificielle, la dictature chinoise, la technotature, la dictatech chinoise est en train de devenir leader technologique mondial et ça pose d'immenses problèmes. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de nationalisme possible si nous sommes largués sur le plan technologique face aux pays de la zone Asie-Pacifique et notamment de la Chine. Donc les gens qui ont une pensée nationaliste comme la vôtre doivent réfléchir à l'utilisation de ces technologies-là pour éviter que nous devenions une colonie numérique, une colonie technologique. Et nous y allons à toute vitesse car le déclin technologique de l'Europe, dans toutes les grandes technologies du XXIe siècle, il est abyssal, il est terrifiant. Nous sommes en train de perdre pied dans toutes les nouvelles technologies. Est-ce que ce sont les nouvelles guerres de l'intelligence, Éric Non, mais Zemmour? encore une fois, vous voyez que là, vous me donnez raison pour la discussion de tout à l'heure. Les Chinois utilisent la technique, utilisent la science avec un projet idéologique. Géopolitique. Voilà. Donc vous voyez que c'est exactement ce que j'essayais de vous expliquer tout à l'heure. C'est pas la technique qui est déterminante. Je ne cesse de répéter ça depuis 10 ans, donc vous n'allez pas me convaincre. Non, mais c'est très, très déroutant de débattre avec vous parce que vous dites tout et son contraire. Donc c'est très compliqué parce qu'on croit qu'on a une position de Laurent Alexandre et hop, on a une autre position de Laurent Alexandre. Donc c'est commode, remarquez. C'est vous qui jouez l'anguille. Ah non, pas du tout, au contraire. Pour ne pas rentrer sur le fond du dossier. Mais quel fond du dossier? On a abordé le fond du dossier. Comment régule-t-on notre pouvoir technologique au XXIe siècle? Vous n'avez pas commencé à aborder ce sujet-là. Mais cette discussion, vous ne l'avez pas abordée non plus. Vous m'avez parlé de mes sujets soi-disant qui m'obsèdent. Il nous reste 2 minutes. C'est vous qui n'avez pas abordé ce sujet-là. Excusez-moi, pourquoi voulez-vous que moi je l'aborde? Je vous réponds et je répète que vous avez dit le contraire de ce que vous avez dit au début. Et que là, il y a effectivement un affrontement, mais national. La technologie, il y a toujours eu une course des technologies. Si l'Europe est larguée, c'est uniquement parce qu'elle n'est pas une nation et qu'elle ne se conçoit pas en termes de conflit, parce qu'elle n'est pas une nation et que les nations européennes ont abandonné à l'Europe le souci d'affronter les grands défis du XXIe siècle. Mais c'est un renoncement des nations européennes, ce n'est pas la conséquence de la technologie. Quand vous me dites, c'est évidemment, quand vous me dites il faut ne pas se laisser distancer par la Chine, bah oui, mais les Américains se battent à leurs armes avec les Chinois. Je ne sais. Alexandre, il nous reste 1 minute à peu près. Moi, j'ai envie de vous savoir, est-ce que l'intelligence artificielle va tuer notre démocratie, la démocratie? Si nous continuons à être largués dans les nouvelles technologies et notamment dans l'intelligence artificielle, la démocratie va être très mal parce que le niveau de vie des Européens en général et des Français en particulier va chuter. Notre retard dans les domaines comme la génétique ou l'intelligence artificielle devient insupportable. Il y a un déni total en France sur ces sujets-là. Nous refusons de regarder notre effondrement technologique en face et les conséquences sociales et politiques, elles vont être immenses parce que si demain nous avons des millions de gilets jaunes au lieu d'en avoir 200 000, eh bien la démocratie sera énormément fragilisée. La nullité technologique des élites politiques françaises n'est plus acceptable. Il faut regarder ces enjeux technologiques, technopolitique en face et pour cela il faut que le personnel politique fasse l'effort d'apprendre et de comprendre ces technologies qui vont de l'intelligence artificielle à la génétique et que maîtrisent parfaitement bien les Chinois et notamment les dirigeants chinois. Le président chinois est 1000 fois plus compétent là-dessus que les dirigeants européens, notamment en matière d'intelligence artificielle. C'est marrant parce que vous m'avez reproché de ne pas aborder certains thèmes et vous n'avez pas osé ici faire votre déclaration d'amour au transhumanisme, à la lutte de la mort contre la mort. Je suis très étonné que là, vous soyez aussi timide. On peut faire un épisode 2 si vous voulez. Non, mais je note que vous êtes devenu très prudent et très humble sur ces sujets-là, alors que vous étiez plus flamboyant jadis. Je vous trouve étonnamment discret sur tout ça. Un dernier mot avant de conclure. Très rapide, hein, parce que là, on a terminé. Les conséquences de l'entrée des grands leaders de l'intelligence artificielle sur le marché de la mort, c'est un sujet important. Et le fait que la société la plus avancée pour euthanasier la mort, pour nous rendre immortels, qui est Calico, est une filiale à 100% de Google, c'est un vrai sujet. On voit bien que les leaders de l'intelligence artificielle maîtrisent toutes les briques technologiques fondamentales d'Homo Deus, de l'homme du XXIe siècle, et que la régulation de ces pouvoirs-là va être un énorme enjeu qui va durer des décennies et des décennies. Oui, mais la régulation par les États et par la politique. Et je pense que vous tombez dans les chimères technicistes. Vous êtes une espèce de Jules Verne
du 21e siècle. Mais vous savez, Jules Verne, il a eu des prophéties pertinentes, mais aussi il s'est beaucoup trompé, et surtout ce scientisme naïf vous rend presque touchant. Merci, messieurs, pour ce débat Je ne passionné. répondrai pas On va se sortir. Mais en tout à cas, cette pique vous avez pris un billet pour un autre débat. touchant de naïveté. Merci Laurent, Alexandre, merci Éric Zemmour. Fin de ce face-à-face.